Aujourd'hui, on va avoir la chance d'écouter Johan Henry, qui a fait ses études de psychologie à l'Université de Lyon. Il a obtenu un master en psychologie du travail et des organisations en 2003. Après ça, il a fait un petit peu de recherche et il s'est formé à la thérapie et a ouvert un cabinet de psychothérapie. Donc, lui, vraiment, ce qui l'intéresse, c'est les approches qui allient la psychologie et la spiritualité. Et il s'inspire principalement de la psychologie transpersonnelle et intégrale. Et il anime également régulièrement des séminaires sur la respiration holotropique, qui sera le sujet de ce jour. Voilà, donc je vais passer la parole à Johan. Merci d'être avec nous et puis merci de partager ce que tu fais. Et puis donc le format, c'est comme d'habitude. Johan va présenter pendant une trentaine de minutes le sujet du jour et après on a à peu près une trentaine de minutes aussi pour échanger avec lui. Voilà, je te laisse la parole, Johan. Merci beaucoup, merci David pour la présentation et pour l'invitation aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Bonjour à toutes et à tous pour ce moment de partage. Je disais à David juste avant, c'est toujours intéressant de parler de ce qu'on fait. C'est un bon exercice, donc voilà, je suis heureux de m'y prêter avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par un petit aveu, c'est que je connais très peu le monde des affaires et le monde de l'entreprise. J'y ai travaillé un tout petit peu puisque j'ai quand même fait effectivement un master de psychologie du travail et des organisations. Mais voilà, assez rapidement, je suis retourné dans mon cabinet de psychothérapie et puis un petit peu dans le monde du social. Mais je tenterai après ma présentation de faire quelques ponts entre ce travail-là avec les états modifiés de conscience et puis le monde du travail, le monde des entreprises. Et puis je compterai sur vous pour m'aider à continuer ces ponts et ces liens parce que je pense qu'ils peuvent être véritablement nombreux. Donc, voilà, la respiration holotropique, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être certains connaissent déjà, peut-être certains ont pratiqué, peut-être ont entendu parler, ou peut-être vous trouvez ce mot un peu bizarre, étrange, et que ça vous a attiré pour en savoir un petit peu plus. Pour le dire très très simplement, c'est une technique où on va induire des états modifiés de conscience, on parle aussi d'états élargis de conscience, sur une triple base qui est le souffle, l'hyperventilation, la musique et puis le travail psychocorporel. Donc on va vraiment chercher à induire finalement un état de transe avec le souffle, la musique et les interventions psychocorporelles. C'est une technique qui a été créée dans les années à peu près 70 par Stanislas Grof, le docteur Stanislas Grof et sa femme Christina Grof. Le docteur Stanislas Grof, qui vient de République tchèque, était directeur de clinique au moment de l'invention et de la découverte du LSD par Hofmann. Il a été un des premiers à l'utiliser, d'abord sur lui-même. Il testait toutes les substances avant de les donner à ses patients, et il a eu, il le décrit dans passablement de ses livres, une expérience mystique absolument extraordinaire qui a bouleversé sa vie, qui a vraiment changé le cours de sa vie. Et donc, il a été un des premiers vraiment à utiliser et à explorer l'utilisation médicale, ce qu'on appelait à l'époque la psychologie psychédélique, donc à étudier vraiment l'usage médical des substances, et notamment du LSD. À des fins médicales, il a eu des très très bons résultats. Là, il y a aussi des ouvrages passionnants sur les addictions, sur les personnes en fin de vie, et puis aussi dans une dynamique plutôt de développement personnel et puis d'éveil. L'histoire a fait qu'il y a eu un peu des abus autour des substances dans les années 60-70, et puis que ces substances-là ont été interdites, même à des fins de recherche. Ça revient maintenant un petit peu, et on peut s'en réjouir. Et donc il a dû trouver autre chose, parce qu'il était convaincu vraiment du potentiel du travail comme ça sur les états modifiés de conscience. Et donc il a développé ce qui s'appelle aujourd'hui la respiration holotropique. Holo, ça veut dire le tout, hein, ça vient du grec, ça vient le tout, l'ensemble, la complétude. Tropei, c'est vraiment aller vers, tendre vers. Donc c'est une respiration qui nous permet d'aller vers notre unité et vers l'unité tout court. Donc voilà, c'est un néologisme qu'il a créé vraiment pour parler de cette respiration. D'un certain côté, on pourrait dire qu'il n'a pas inventé grand-chose, parce que finalement les techniques de breathwork, les techniques de souffle, on les retrouve dans toutes les grandes traditions chamaniques, que ce soit à l'Est, à l'Ouest, on trouve avec des variantes. Mais disons que je dirais que son talent avec son épouse, ça a vraiment été de proposer quelque chose, un format qui est très très bien adapté pour l'Occident,
qui est structuré, qui est professionnel et qui permet vraiment de s'exercer dans ces états modifiés de conscience sans risque et de pouvoir vraiment bénéficier de tous les risques. Justement, sans risque, je fais un lapsus, il n'y a aucun risque. Ah, c'est vrai que justement, c'est bien accompagné. Donc voilà un peu. C'est un peu toujours un peu compliqué de parler de la respiration anthropique. On pourrait dire il y a deux façons de parler de la respiration anthropique. On pourrait dire une façon extérieure, qu'est-ce qu'on en verrait si on regarde ça de l'extérieur, et puis une façon plus intérieure, qu'est-ce qu'on en vit quand on vit ça de l'intérieur. Alors si je vous invitais pour voir un petit peu comment ça se passe, la respiration anthropique, ce que je ne ferai pas parce qu'évidemment on protège ces espaces-là, mais imaginons, je vous invite pour aller voir un peu de l'extérieur finalement, c'est quoi la respiration anthropique pendant une session de groupe, parce que ça peut se faire en individuel et en groupe, c'est vrai que c'est une technique qui gagne vraiment à être vécue en groupe, hein. Eh bien, vous vous approcheriez de la porte et vous entendriez derrière la porte déjà une musique assez forte, assez puissante, très rythmée, peut-être déjà un peu spécial, puis peut-être vous distingueriez aussi à travers cette musique quelques cris, vous dites qu'est-ce qui se passe derrière cette porte, c'est un peu bizarre. Vous ouvriez la porte, et puis là, le spectacle que vous découvririez serait assez sans doute stupéfiant, peut-être un peu effrayant. Vous verriez voilà, une salle un peu dans la pénombre, comme ça, avec des gens allongés sur des matelas. Certains se tortillent dans des espèces de positions un peu étranges. Il y en a qui hurlent, il y en a peut-être que vous verriez en train de se battre et de hurler en disant non, 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 que ça taper sur des coussins, avec des cris. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là ne va pas bien. D'autres qui semblent pleurer toutes les larmes de leur corps. On dit mais qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Personne ne semble l'aider. D'autres juste à côté qui ont l'air de rire vraiment comme ils n'ont jamais ri, d'autres d'être dans un état d'extase mystique, d'autres sont allongés, ne bougent pas, on se demande s'ils sont encore vivants tellement ils sont immobiles. Bref, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vraiment, voilà, mais où est-ce que je débarque? Et toujours cette musique comme ça. Et voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, voilà, vous seriez peut-être étonné, peut-être effrayé, peut-être vous partiriez en courant en disant j'arrive dans une maison de fous et ces gens sont tous en train de décompenser et c'est très très grave. Et puis en tout cas vous seriez en droit de vous demander mais pourquoi se mettre dans des états pareils finalement, pourquoi chercher à provoquer ça? Il y a des gens vraiment qui viennent chercher ça, qui payent même pour aller se mettre dans des états pareils. Est-ce possible? Et voilà, ce serait effectivement des bonnes questions. Si vous résistiez évidemment à la première impression, vous verriez que progressivement, au bout d'un assez longtemps, hein, parce que l'expérience dure assez longtemps, la musique se calme progressivement, les personnes se calment même aussi. On voit, vous vous rendriez compte que chaque personne avait une personne à côté d'elle pour s'occuper d'elle, pour prendre soin d'elle, pour garantir sa sécurité. L'expérience se passe en groupe comme ça à deux, avec un accompagnant et un respirant. Et puis vous verriez progressivement ces gens revenir à eux, puis en fait non, c'était pas des fous, visiblement c'était des gens normaux, et puis en plus ils ont l'air contents, ils ont l'air de sourire, ils ont l'air régénérés, c'est assez étrange, donc voilà, on voyait un petit peu tout ça. Mais finalement cette vision extérieure ne vous dirait pas grand-chose de ce que c'est que la respiration anthropique, et surtout de ce que ces personnes-là ont vécu. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est plutôt de voir ça de l'intérieur et d'avoir cette vision intérieure pour voir qu'est-ce qui se passe avec la respiration anthropique. Alors, comme on ne va pas faire ça, malheureusement, on risque de vous décevoir. Je ne vais pas vous faire hyperventiler pendant ce meet-up, ce serait pas adapté, c'est pas le bon cadre. Je vais faire une visite avec une petite carte qui est pour voir qu'est-ce qui se passe en fait dans ces états modifiés de conscience, qu'est-ce qui se passe au niveau du psychisme. Et pour ça, je vais utiliser une carte qui est pas toute jeune, qui est une carte qui vient d'un médecin italien qui s'appelle Roberto Assagioli, qui est le père fondateur de la psychosynthèse. Donc c'est des choses qui sont pas toutes neuves, mais je trouve que cette carte est super d'actualité encore pour justement expliquer un peu ce qui se passe dans les états modifiés de conscience. Alors je vais vous présenter cette carte, et puis après je vais vous dire pourquoi je la trouve intéressante, pertinente. Est-ce que tout le monde voit un espèce d'œuf? Ouais, c'est bon. Je vois plus que David, mais je vois que tu lèves ton pouce, donc ça a l'air bon. Est-ce que vous voyez aussi ma petite flèche qui bouge sur l'écran? Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, impeccable. Donc ça, c'est la représentation du psychisme selon Roberto Assagioli. C'est ce qu'on appelle le schéma ovale de Roberto Assagioli. Qu'est-ce qu'on a? On a tout au centre ici ce qu'on appelle le centre de la conscience, c'est-à-dire c'est vraiment le sentiment du je, de qui je suis, avec le centre, on pourrait dire, de pouvoir, de volonté dans la vie quotidienne. Ça, c'est vraiment la base, on va dire, de la conscience un peu au quotidien. Et puis le premier cercle qu'on a un petit peu grisé comme ça, c'est ce qu'on appelle le champ de la conscience, c'est-à-dire c'est ce dont je suis conscient au quotidien.
Et on sait depuis notamment Freud que ce champ de la conscience, il est assez réduit en fait. C'est-à-dire que la conscience, c'est une partie immergée de l'iceberg et que la plus grosse part de notre psychisme, elle est en fait inconsciente et c'est ce qu'on représente avec l'ovale beaucoup plus grand. Donc cette part de conscience, ce dont je suis conscient au quotidien, eh bien, elle peut être plus ou moins importante, hein, selon les personnes, elle est plus ou moins vaste, peut-être des personnes ont conscience de pas grand-chose, mais globalement, elle n'est pas immense, cette part-là. Et puis, ce qui est intéressant chez Assad Joly, et peut-être un peu plus riche, je trouve, en tout cas, que dans la lecture de Freud, c'est que il y a l'inconscient, mais en fait, l'inconscient, il est subdivisé en 3 parties. Il y a l'inconscient inférieur, tout en bas, symboliquement, l'inconscient moyen, au milieu, et l'inconscient supérieur. Ceux qui connaissent un peu le chamanisme, sans doute, feront le lien avec les 3 mondes. L'inconscient inférieur, on va avoir, il correspond globalement, pour ceux qui connaissent un petit peu la psychanalyse freudienne, à l'inconscient freudien. C'est-à-dire qu'on va avoir dans l'inconscient inférieur tout ce qui est un peu réprimé en termes de trauma, en termes de peur, en termes de pulsions inavouables, en termes de blessures, tout ce qui vient un peu menacer le sens de notre identité, notre équilibre psychisme, parce que c'est trop douloureux, trop effrayant, parce que c'est pas présentable socialement, on va le refouler ici au niveau de l'inconscient inférieur, un petit peu notre animalité, notre côté sauvage, qui pourrait faire un peu désordre dans notre vie bien rangée en occidentale, on va le mettre ici dans l'inconscient et on va avoir évidemment des processus de refoulement pour protéger tout ça. Au milieu, on a l'inconscient moyen. L'inconscient moyen, il est vraiment dans l'idée c'est presque un peu une mémoire de travail, on pourrait dire. Là, j'ai pas besoin, pendant que je vous parle, d'avoir à la conscience, dans le champ de ma conscience, mon code PIN de mon téléphone, par exemple. Mais si j'ai besoin d'aller chercher, parce qu'il faut que je rallume mon téléphone, je peux aller chercher dans l'inconscient moyen, et puis ramener ça au niveau du champ de ma conscience pour pouvoir réallumer mon téléphone. Et puis, ce qui est vraiment intéressant avec Assad Joly, qui cherche vraiment à faire ce pont entre psychologie et spiritualité, c'est qu'il y a l'inconscient supérieur, qu'on peut appeler le supraconscient, et qui correspond vraiment à une zone de la conscience, une zone de l'inconscient, on pourrait dire, une zone du psychisme, où on a des qualités, des valeurs qu'on va retrouver dans tous les témoignages, finalement, des grands mystiques. On peut avoir des vécus de compassion, d'empathie très très profonds, des vécus d'unité, d'un sentiment d'avoir quelque chose à amener au monde, etc., d'être dans une complétude, dans une joie. Et donc on va retrouver ça finalement dans notre conscient. Il y aurait dans notre inconscient, dans notre psychisme, une zone qui est vraiment porteuse de toutes ces zones fondamentales. Tout en haut, on a ce qu'on appelle le soi, qu'on pourrait appeler, même si c'est pas exactement pareil, l'âme, c'est-à-dire notre identité essentielle. Il y aurait vraiment cette idée-là. Et Assad Joly place cette dimension-là du soi vraiment à la frontière entre cet ovale qui correspond à mon psychisme, dans la partie consciente et la partie inconsciente, dans ces 3 niveaux, et puis la partie collective, c'est-à-dire que l'inconscient, et là il est d'accord avec Jung, il est aussi collectif, il est aussi transpersonnel, il dépasse la dimension personnelle, avec notamment les archétypes, et vraiment quelque chose qui serait d'une intersubjectivité comme ça partagée. Donc voilà, ça c'est la cartographie du psychisme proposée par Assad Joly. Maintenant, revenons à la respiration holotropique. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans la respiration holotropique, dans tous les états modifiés de conscience, d'ailleurs qu'on utilise des substances ou pas de substances, on peut faire ça avec un tambour, on peut faire ça avec l'hypnose, on peut faire ça avec la danse, il y a plein de moyens d'induire des états modifiés de conscience. Et qu'est-ce qui se passe? D'abord, on va élargir un peu ce champ de la conscience, un peu plus vaste que d'habitude. Et puis surtout, il va pouvoir se déplacer. Et c'est ça qui va expliquer ce qu'on a vu tout à l'heure d'un peu fou dans la salle, c'est que par exemple, il va retrouver une certaine mobilité, et puis ce champ de la conscience, tout d'un coup, il va descendre vraiment dans les profondeurs, dans ce monde d'en bas psychique, et il va pouvoir, tout d'un coup, ce qui était jusque-là inaccessible, en termes de ce qu'on avait refoulé, on va pouvoir le vivre. Et évidemment, c'est pas un voyage gratuit, ça peut un peu bousculer, mais ça a une grande valeur, une grande portée de pouvoir faire ça, puisque on va pouvoir, par exemple, revivre, retraverser des traumatismes, mais avec une conscience totalement différente. Par exemple, quelqu'un qui aurait vécu un traumatisme enfant et qui aurait subi quelque chose de terrible, là va pouvoir va retraverser ça, donc déjà
confronter sa conscience à l'événement, pouvoir le redynamiser au niveau du métabolisme, de la digestion de l'événement, et puis surtout pouvoir se positionner comme adulte, et justement, par exemple, crier non à son agresseur, si c'est le cas d'une agression, de dire stop, etc., de pouvoir se battre, ce que peut-être cette personne-là n'a pas pu faire, et c'est ça qui va être extrêmement guérisseur. Elle va se découvrir de nouvelles ressources, elle va pouvoir revisiter le trauma, et puis pouvoir avoir vraiment un rapport totalement différent par la suite. Peut-être cette personne-là, pour une histoire, comment dire, familiale, ne se met jamais en colère, parce que la colère, c'est extrêmement dangereux, parce que la colère, il n'y avait que papa qui se mettait en colère, et quand il se mettait en colère, il cassait tout, il tapait tout le monde, etc. Donc la colère, c'est un truc dangereux. Or, on sait que la colère, c'est une énergie extrêmement importante dans notre vie, donc si on n'y a pas accès, ça peut poser problème pour faire bouger les choses dans notre vie. Et là, cette personne-là, peut-être, va pouvoir revisiter l'énergie de la colère, apprivoiser l'énergie de la colère, être initiée par l'énergie de la colère, et quelque chose qu'elle va pouvoir après vraiment ramener dans sa vie tous les jours, dans tous les bons côtés de la colère, et dédiaboliser, dédramatiser la colère. Il y a des gens dans l'inconscient inférieur, c'est des pleurs, par exemple, qu'ils ont enfouis. Donc, bref, beaucoup d'émotions, de traumatismes, de choses enfouies comme ça, on va pouvoir réapproprier, on va pouvoir réintégrer, on va pouvoir retrouver une unité, réunifier ces éléments de nous qu'on avait exilés comme ça à la cave, au fin fond de notre psychisme. Donc ça, c'est une première possibilité qui arrive dans les états modifiés de conscience, c'est cette descente vraiment dans les tréfonds de notre inconscient, et en l'occurrence de l'inconscient inférieur. Et il peut arriver aussi que ce champ de la conscience s'élève au niveau de l'inconscient supérieur, et là on va avoir des témoignages de personnes qui sont vraiment dans des états de grâce, dans des états de plénitude, dans des états de joie, dans des états d'unité extrêmement, extrêmement forts, extrêmement bouleversants, des états d'extase vraiment très 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 forts, et et ça c'est valable pour toutes les expériences, ce qui est très très fort, c'est que c'est très incarné en fait comme expérience. C'est ça que j'aime beaucoup avec la respiration holotropique. D'abord c'est très ouvert, on ne va pas aller dans une direction ou dans une autre, on va vraiment aller là où on a la direction de ce qu'on a à vivre, et surtout ça passe vraiment par le corps. Donc, tout ce qui va être vécu va être vraiment vécu, on va dire, dans le corps, dans les cellules, et ça c'est très très fort. Et puis ça peut aller jusqu'à inclure cette dimension du soi, cette dimension essentielle, et puis finalement de retrouver qui on est au-delà de ce que Jung appelait la persona, c'est-à-dire ce masque social qu'on donne à voir dans les vies quotidiennes. Et là peut-être on peut commencer à voir, à découvrir, à faire l'expérience, c'est pas quelque chose d'intellectuel, à faire l'expérience de qui on est finalement fondamentalement, dont pour beaucoup de personnes c'est une quête très très importante. Et puis, une autre possibilité, c'est carrément de sortir du psychisme individuel et de rentrer dans quelque chose de collectif, et d'être dans des vécus assez fous, assez incroyables, en tout cas pour les personnes extérieures, pour certaines personnes extérieures, mais ça va être par exemple de pouvoir s'identifier vraiment à toutes les femmes de la planète, ou à tous les enfants de la planète, ou de pouvoir s'identifier aux océans, et puis d'être dans des choses complètement mystiques, d'être dans le cosmos, etc., de voyager à travers les époques, dans les archétypes. Bref, là, la liste est sans limite. Et puis encore autre chose, là j'ai vu un peu je vous ai montré un petit peu toutes les zones, et puis ce qui est possible qui arrive aussi, c'est carrément une sorte d'expansion un petit peu dans toutes les directions, et finalement à pouvoir un peu tout inclure progressivement, à la fois les 3 zones de l'inconscient individuel, de pouvoir inclure des zones de l'inconscient collectif. Et ça, c'est très très fort, parce que ça donne des vécus où finalement on réalise que tout a sa place, que ce soit le traumatisme, que ce soit la grâce, que ce soit l'individuel, que ce soit le collectif, que ce soit le corporel, l'émotionnel, le cognitif, le spirituel, et ça donne vraiment des sentiments intégral, on va dire, un vécu intégral, où finalement tout trouve sa place dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà un peu cette dimension, je vous retrouve, voilà, je me sentais tout seul avec mon schéma. Donc voilà un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose, on va retrouver avec la respiration une forme de mobilité, une forme de mouvement intérieur, et alors que finalement on vit de façon très restreinte sur toujours le connu, on tourne toujours avec les mêmes idées, avec les mêmes perceptions, avec les mêmes façons d'être, avec ce masque social, et encore une fois, avec lequel on vit au quotidien. Là on va vraiment ouvrir, et on va vraiment récupérer des choses dont on avait pu se couper pendant très longtemps. Alors une chose que
particulièrement j'évoquais, c'est que c'est vraiment un processus qui est offert. C'est-à-dire il n'y a pas tellement d'induction, il n'y a pas d'orientation comme dans d'autres pratiques qui ont aussi leur intérêt, hein, en hypnose ou en rebirth, etc. Là, ce que vraiment on propose, c'est un processus pour s'en remettre à ce que Groff appelle vraiment le guide intérieur. C'est-à-dire il y a quelque chose en nous qui sait exactement ce qu'il a à vivre, ce qu'il a à rejoindre, ce qu'il a à reconnecter. Que ce soit un traumatisme, que ce soit une peur, que ce soit un vécu extatique, spirituel, etc. Et ça, je trouve très très précieux. Je suis toujours vraiment épaté, étonné, émerveillé dans les groupes de voir dans les moments de partage après l'expérience de Respire, la pluralité, la diversité, l'hétérogénéité des vécus et en même temps à quel point ça correspond exactement finalement au prochain pas de ce que les personnes vraiment avaient à vivre. Donc vraiment quand on se prépare au voyage, hein, on ritualise un petit peu ça avant vraiment de commencer à hyperventiler. Je dis toujours c'est bien de venir avec une intention et c'est bien de la laisser avant de commencer à respirer et de s'en remettre vraiment en toute confiance à cette part de nous. Alors on pourrait l'appeler l'intelligence du corps, on pourrait l'appeler le guide intérieur, on pourrait l'appeler la sagesse intérieure. Et vraiment il y a quelque chose en nous qui sait, on pourrait dire mieux que nous, consciemment, finalement ce qui est à vivre, ce qui est à rejoindre, ce qui est à expérimenter. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très, très, très précieux. Et l'autre chose, je l'évoquais, c'est le fait que ça passe par le corps, c'est expérientiel. C'est pas juste un moment un peu magique, unique, intense, mais qui pourrait être de l'ordre de l'imaginaire, et puis après, on va reprendre sa vie, et puis basta. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le corps, dans l'expérience, et c'est ce qui fait que ça va vraiment durer dans le temps, parce que c'est ancré, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience. Alors tout ça, ça peut paraître magique, hein, mais c'est pas magique. Ça peut s'expliquer tout à fait par des phénomènes physiologiques. Alors moi, je suis pas un expert du cerveau, mais je vais vous répéter bêtement ce qu'on m'a appris dans ma formation. On est vraiment quand on est dans l'hyperventilation comme ça, on pourrait imaginer que ça fait augmenter le taux d'oxygène dans le sang. Or, le taux d'oxygène, il est déjà à un taux quasiment de saturation dans le sang naturellement. Donc en fait, c'est le CO2 qui augmente dans notre sang, et puis ça change, ça altère en fait la chimie du cerveau. Il va y avoir un phénomène qu'on appelle d'alcanalisation, vous m'avez compris, le contraire d'acide du sang, et ça provoque un phénomène de vasoconstriction des vaisseaux, notamment du néocortex, c'est-à-dire le cortex, toute la partie en fait de notre cerveau qui gère le mental, qui gère le côté analytique, donc ce qui est très utile dans la vie de tous les jours pour s'organiser, pour arriver à l'heure à un meet-up, pour voilà, un peu gérer la vie de tous les jours. Mais c'est aussi quelque chose qui divise, quelque chose qui est très dans je mets des étiquettes et qui sépare un peu ce côté analytique. Et donc et qui contrôle aussi énormément de choses, et heureusement qu'on se contrôle, enfin, pour une part en tout cas, pour vivre tous ensemble. Mais cette part-là, en fait, du fait de la respiration, de l'hyperventilation, cette part-là va être mise un peu en sourdine. Cette part-là va prendre beaucoup moins de place, pas complètement l'abandonner, mais elle va prendre beaucoup moins de place, et du coup, elle va laisser beaucoup plus de place aux parties en lien avec notre côté sauvage, notre côté animal, notre côté vraiment biologique, on va dire, notre partie émotionnelle, notamment les parties archaïques qui sont en lien avec nos mémoires les plus anciennes, et puis aussi aux parts de notre cerveau qui sont en lien avec le côté plus intuitif, peut-être plus féminin, plus ouvert, moins analytique, et plus dans le lien, dans la reliance, etc. Et donc voilà, on va peut-être des choses qui, beaucoup en Occident, sont plutôt étouffées, on va dire habituellement. Il y a vraiment un phénomène physiologique qui va mettre ça un petit peu en sourdine, et qui va permettre vraiment d'accéder à d'autres parties de notre cerveau et de nos capacités, on va dire, pour leur donner plus de place. Voilà, en quelques mots, ce qui se passe dans le cerveau pour expliquer ça. Il y a quelques contre-indications physiologiques qu'on vérifie avant, notamment il ne faut pas avoir de problème cardiaque, pas d'épilepsie, de choses comme ça qui sont très ciblées. Et sinon, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser. Alors finalement, c'est quoi les effets qu'est-ce qu'on vient chercher? Pourquoi on se met dans des états pareils, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, qui peuvent être encore une fois très très intenses? Ça peut être très intense, effectivement, une séance de respiration anthropique, notamment en groupe. C'est des expériences qui durent plusieurs heures, hein, donc on a vraiment le temps de faire un voyage assez profond. Dans les feedbacks et dans les témoignages des personnes, la première chose, c'est vraiment un sentiment de s'alléger. Un sentiment, il y a vraiment une catharsis, une forme de nettoyage. Ça, moi, je recommanderais presque de faire ça en tout cas une fois par an,
dans le sens un peu presque d'une hygiène énergétique, psychique, pour vraiment voilà, poser les choses, un petit peu nettoyer, vraiment quelque chose même au sens cellulaire, hein, qui nettoie et qui allège et qui fait énormément de bien. Donc ça, c'est vraiment déjà une première chose. Ensuite, il y a un effet absolument thérapeutique, hein, le fait de pouvoir comme ça revisiter des blessures, retrouver des ressources, revisiter parfois des traumas, et en étant accompagné, en étant dans une structure, dans un cadre sécurisé, ça peut être extrêmement aidant, et on voit des personnes notamment qui souffrent de dépression, d'addiction, qui font vraiment des très très grands progrès grâce à une technique comme celle-là, parce que vraiment, ils vont pouvoir revisiter ça de façon complètement autre. Il y a un très grand intérêt aussi dans le rapport au corps. Il y a beaucoup de gens qui viennent souvent me dire oh, je suis très dans le mental, très dans le contrôle, j'ai du mal avec le ressenti, et puis même mon corps, je ne sens pas ses limites, et puis il faut vraiment qu'il soit à bout pour que je me rappelle que j'ai un corps. Et là, il y a quelque chose vraiment, on retrouve cette dimension animale, mais vraiment dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce côté très vivant, ce côté très terrien, terrestre, sensoriel, et il y a vraiment un réapprivoisement, une redécouverte, une retrouvaille, et pour certains c'est très fort et très bouleversant d'être dans cette retrouvaille avec cette dimension corporelle, et évidemment ça peut être très utile dans la vie de tous les jours. La même chose au niveau des émotions, on est pour beaucoup d'entre nous, je ne sais pas pour vous, mais des handicapés au niveau des émotions, on ne sait pas faire, on nous demande de cacher ça au travail, on ne nous apprend pas ça à l'école, et là c'est vrai qu'au niveau émotionnel c'est extrêmement intense, et le fait de vivre ça pour soi, mais aussi d'accompagner quelqu'un qui est dans la transe, et qui va hurler, qui va pleurer, on ne sait pas trop ce qu'il va vivre, qui est dans des états de peur, d'inquiétude, de pouvoir accompagner ça, c'est vraiment aussi très initiatique pour beaucoup de personnes, donc l'accompagnement, quand vous faites ça dans un setting de groupe, est aussi très précieux. Il y a beaucoup de choses, hein, je disais, dans le fait de retrouver le soi, en tout cas de pouvoir un peu faire cette expérience-là, de trouver aussi, de chercher une plus grande cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, entre sa vie intérieure, ses aspirations extérieures. Donc moi je vois vraiment ça comme une grande remise en circulation, ce qu'est finalement la respiration. On remet en circulation toutes les zones qui tournaient un peu sur elles-mêmes, qui étaient oubliées, qui n'étaient plus dans le grand fleuve, on va dire, du vivant, de la vitalité, de l'énergie psychique. Donc on remet un grand coup de circulation, et ça fait un bien extraordinaire, vraiment dans plein de dimensions de notre vie. Donc voilà, et maintenant c'est le moment où je vais essayer de faire un pont avec le monde du travail. Moi, ce que je vois en tout cas dans la vie de tous les jours et puis le monde du travail, c'est qu'il y a énormément de phénomènes qui sont liés avec nos ombres, c'est-à-dire avec tous ces aspects refoulés, les peurs, les aspects de nous qu'on veut pas voir et qu'on refoule. Et on sait bien maintenant dans les dynamiques, la psychodynamique, que ce qu'on refoule, ça reste pas juste sous le tapis, ça a besoin de s'exprimer, et qu'une des façons de gérer cette tension-là, c'est de le projeter sur le monde, de projeter nos propres ombres sur les autres, sur l'autre, sur une autre personne, sur le patron, sur le conjoint, sur le collègue, etc. Et énormément de tensions et d'incompréhension, énormément de relations finalement, énormément de violence aussi dans les relations, et il y a beaucoup de violence dans le monde du travail, malheureusement, pas que, mais malheureusement, et en grande partie liée en fait à nos propres ombres qui sont projetées, qui sont mal assumées, et qui, si finalement on pouvait les traiter nous-mêmes, s'y confronter et les amener à la lumière de la conscience, ça assainirait énormément de relations. Donc à la fois ce travail qu'on appelle, que les anglo-saxons appellent le shadow work, le fait de vraiment pouvoir travailler avec ses propres ombres, les amener à la lumière, et puis le travail avec le supraconscient, de pouvoir faire l'expérience d'états de conscience beaucoup plus élargi, beaucoup plus agréable, de qualité, de capacité de pouvoir vivre des états de compassion, d'unité, de se reconnaître dans l'autre, etc., etc. Ça, évidemment, c'est guérisseur pour le monde du travail, des relations, comme évidemment pour le monde tout court. C'est pour ça que je suis persuadé que ça vaut le coup de se mettre dans des états pareils, mais ça sert pas à rien, c'est pas juste pour chercher l'intensité pour l'intensité, et que ça amène en tout cas, évidemment, énormément. Voilà, peut-être, puisque je vais apprendre moi à faire un peu du business, peut-être juste vous parler de, si vous êtes intéressé à voir un petit peu plus sur cette question de la psychologie transpersonnelle et des états modifiés de conscience, vous pouvez découvrir le livre que je suis en train de chercher et qui je ne trouve pas. Là, attendez juste un instant. En tout cas, j'ai sorti un livre tout récemment qui s'appelle Psychologie transpersonnelle et états modifiés de conscience avec Cyril Champagne et voilà, Muriel
Roger Assamudio. On présente vraiment tout le champ de la psychologie transpersonnelle et puis on présente les différentes voies qui sont utilisées, donc la méditation, la respiration anthropique, les psychotropes, le jeu, l'art-thérapie, etc. Donc on présente vraiment tout ce champ qui est passionnant. Et voilà, je crois que je suis au bout. Je vois David qui... j'ai l'air d'être au bout de à peu près des 30 minutes, et en tout cas volontiers pour vous entendre sur ce que ça vous inspire, et puis répondre à vos questions éventuelles, puis échanger à ce propos. Merci en tout cas de votre écoute. Très bien. Merci beaucoup, Johan, pour cette présentation. Peut-être pour continuer dans l'aspect business, peut-être aussi que tu dises, par rapport à tes stages, en tout cas pour les gens qui sont dans la région genevoise et puis proche, et puis peut-être aussi si tu nous dis s'il y a un endroit où on peut voir, notamment ailleurs en France, s'il y a cette possibilité pour réexpérimenter ça. Ouais. Vas-y. Merci de m'encourager dans cette direction. Vous pouvez voir toutes les dates sur mon site qui s'appelle holonis.com. Holonis, c'est HOLONIIS, 2 fois IS.com. Je crois qu'il est quelque part par ici. Hop là. Je vais le mettre dans le chat. Ouais, volontiers. Et puis la prochaine date, c'est le week-end prochain, pas celui qui vient mais l'autre, mais le groupe est complet. Et du coup, la date d'après, c'est du 21 au 23 janvier, donc c'est du vendredi soir. Attendez, hop, pourquoi je vous ai mis là? Je le retrouve. C'est du vendredi soir au dimanche soir. Donc moi, je propose ça sur des week-ends. Il y a aussi des personnes qui proposent ça à la journée. On peut faire ça en schéma plus réduit, en séance individuelle. Donc voilà, le prochain, c'est du 21 au 23 janvier 2022. Et puis, vous pouvez regarder sur le site du CESUM. CESUM, c'est CESHUM, qui est l'école du transpersonnel à Paris, qui forme donc notamment à la respiration anthropique, qui forme aussi des praticiens transpersonnels, qui m'a formé. Et là, vous avez une liste de professionnels certifiés en Suisse, en Belgique et en France, dans tous les coins de la France. Je ne crois pas qu'il y ait au Canada, il faudra regarder, mais je ne crois pas. En tout cas, pas en lien avec cette école. Et puis, vous pouvez voir du coup des propositions dans toute la France si vous voulez découvrir la respiration anthropique. Je vous conseille vraiment de faire ça à quelqu'un qui est formé, parce qu'il y a beaucoup de propositions de breathwork de toutes sortes, et c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout, et voilà, c'est pas difficile d'amener des gens dans des états modifiés de conscience, mais par contre, les accompagner comme il faut pendant et après, ça demande quand même un minimum de formation, bien sûr. Très bien, j'ai aussi mis le lien du CESUM, comme ça, tout le monde peut aller voir ça. Il y a déjà eu une question dans le chat, c'est quel est l'intérêt entre l'individuel ou en groupe? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que l'individuel, c'est bien pour des personnes qui veulent découvrir et pour qui, notamment, l'énergie du groupe est un petit peu effrayante. Alors, le fait, pour certains, déjà se mettre dans un groupe, c'est compliqué. En plus, se mettre dans des états modifiés où on ne sait pas trop ce qu'on va vivre, c'est un peu trop exposant. Donc, il y a des personnes qui aiment bien venir comme ça en individuel pour un peu déjà découvrir, un peu faire une première découverte. Ça amène plein de choses, hein. Il y a des gens qui y trouvent leur intérêt, mais c'est vrai qu'on perd l'énergie du groupe, et puis surtout c'est souvent un petit peu plus court, hein. L'expérience dure 45 minutes, 1 heure, donc on est un peu moins en profondeur, mais il y a des personnes qui font vraiment déjà un très très beau travail comme ça, déjà en individuel. Peut-être ce que je peux dire juste par rapport à cette crainte, c'est que j'ai pas dit tout à l'heure, les états modifiés de conscience, c'est pas une perte de connaissance, c'est pas une perte de contrôle, c'est assez bizarre en fait, c'est un double état, c'est-à-dire qu'on fait rien qu'on voudrait pas faire, par exemple. On est clairement différent de comment on est d'habitude, ça c'est sûr, mais c'est assez étrange, c'est-à-dire il reste une forme de contrôle, on va pas faire quelque chose que vraiment on voudrait pas faire, ou dire, ou je sais pas quoi, mais par contre on élargit et on fait tout ce qui est possible, et on élargit le plus possible. Il y a une part de nous qui reste très consciente de ce qui se passe, et une autre qui est clairement dans une autre zone, mais c'est pas une perte de contrôle ni une perte de connaissance. Je vois que Michel a une question. Oui, j'ai une question. J'ai trouvé très intéressant ce que vous avez présenté, et ça m'a vraiment rappelé quelque chose que je connais pas profondément, mais que je connais par des relations, c'est la psychanalyse corporelle.
Est-ce que vous connaissez la psychanalyse corporelle et puis toute la structure qu'il y a en France avec la formation et tout? J'ai l'impression qu'on est vraiment là avec les mêmes outils. Alors c'est possible, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Je ne connais pas la psychanalyse corporelle, mais j'aime bien l'adjonction de ces deux mots, ça me donnera envie de découvrir plus, mais je ne connais pas, non. D'accord. Et puis, juste encore une autre question, c'est, vous avez dit que dans les séances, il y a des gens qui... Donc, c'est par couple, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui surveille la personne qui est en train de faire ce travail intérieur. Oui. Cette personne est formée ou comment ça se passe là? Quel est ce team? Ouais, c'est important. Alors, en fonction du nombre, moi j'ai des groupes en général entre 8 et 14 personnes. Donc, quand il y a 8 respirants, enfin, quand il y a 8 stagiaires, ça fait 4 personnes qui respirent en même temps. C'est-à-dire, en fait, c'est des duos. Donc, le duo, c'est entre stagiaires, entre personnes qui participent. Donc, on fait tout un travail de groupe préalable pour que les personnes se choisissent, qu'elles soient vraiment avec une personne avec qui elles se sentent complètement en confiance. Mais ça fait partie vraiment de l'expérience d'accompagner quelqu'un qui est comme ça dans ces états de transe. Et nous, dans l'équipe des thérapeutes, des cothérapeutes, des assistants, ben on est 2, 3 ou 4 selon le nombre. Et nous, on est là, évidemment, nous, on est tous formés et on est là pour veiller à la sécurité, à l'accompagnement. Il y a des personnes qui peuvent vivre des renaissances, par exemple. Donc là, il y a tout un setting pour accompagner ça, pour que la personne vraiment se sente accueillie et que ça se passe au mieux. Ou voilà, ou quelquefois on sent qu'il y a besoin d'intervention psychocorporelle, la personne aurait besoin de crier, mais elle n'arrive pas à s'autoriser, donc des fois de mettre une main au niveau du plexus solaire, par exemple, ben ça va aider un peu à provoquer ça. Des fois, il faut contenir. Donc voilà, et on aide aussi la personne, l'accompagnant hein, dans le duo, des fois à lui proposer, à lui suggérer une intervention. Donc, il se passe des choses très très fortes comme ça dans les duos, mais du coup, les personnes, voilà, ce sont des stagiaires et ça fait partie de l'expérience. Merci beaucoup. Je vous en prie, et merci. Joanne, je te laisserai juste couper ton partage d'écran, comme ça on te voit mieux. D'accord, oui, je suis encore dans le partage d'écran. Ouais, c'est bon là? Il n'y a pas de souci. Voilà, ça va venir, j'imagine. Il y avait un commentaire, il y a encore un commentaire, une question dans le chat. Commentaire, j'ai pu lire qu'il était possible, sinon recommandé, de dessiner après une séance holotropique. Ouais, absolument. Cette information est vraie. Disons que dans le protocole Grof, comme on dit, hein, tel que vraiment il a construit, il invite vraiment à ne pas revenir trop vite au mental. C'est-à-dire que l'expérience dure plusieurs heures, mais même elle dure encore après, une fois qu'on est revenu un peu à nous-mêmes. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler sur un week-end, c'est qu'on a vraiment le temps de laisser aller, de laisser continuer aussi tout ça. Et donc il a ce qu'il appelle effectivement un peu on invite, et moi je le fais aussi comme ça sur ce protocole, on invite les personnes à aller dans un espace qu'on appelle l'espace mandala, où il y a de quoi dessiner, où il y a juste un cercle sur une feuille de papier. Et la personne cherche à représenter de différentes façons, avec des couleurs, avec des formes, ce qu'elle a pu vivre en tant que respirant, en tant qu'accompagnant. Donc ça permet de prolonger l'expérience de façon créative, mais sans revenir trop vite au verbal, sans trop vite revenir à des concepts. Des fois, on a envie de raconter son expérience, parce qu'on a vu plein de choses incroyables, et voilà, on invite vraiment à prendre le temps. Évidemment, il y a des temps de partage, il y a des cercles de partage au bout d'un moment, mais voilà, l'idée de dessiner, c'est vraiment très très judicieux. Okay. Aussi juste dire aux participants, vous pouvez aussi poser vos questions en live, hein, on n'est pas obligé de passer par le chat. Du coup, j'ai encore 2 questions qui sont arrivées par le chat. Tu évoques les ombres qui ressortent lors de l'exercice, mais il est possible aussi de sortir des lumières en nous, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vraiment l'histoire, hein. Les ombres, on est vraiment symboliquement dans l'inconscient inférieur, et puis quand on va dans le supraconscient, c'est vraiment très très lumineux. C'est vraiment de l'ordre de l'expérience mystique, des gens qui parlent d'orgasme cosmique, des choses comme ça très 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 fortes en termes d'unité, et ça peut être vraiment bouleversant, hein. Je suis très touché des fois de rencontrer des personnes plusieurs années après qui me parlent encore de l'expérience de lumière, à quel point ça a été, il y a eu un avant et un après. Et encore une fois, voilà, le fait que ça passe par le corps, ça intègre en fait, ça imprime vraiment très très fort l'expérience. Donc oui, la lumière est très très présente. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Pendant longtemps, j'ai cherché finalement un peu ma place en tant que psychologue entre la dimension spirituelle et puis je crois que j'ai voulu fuir aussi un peu les ondes dans ma propre démarche. J'ai été bien rattrapé par la vie avec ça et vraiment la respire m'a aidé en fait à intégrer tout ça. En fait, ça fait partie de l'être humain. Et encore une fois, c'est ça que j'adore dans ces séances, c'est qu'il y a la place à tout ça. Et même
encore une fois, on peut vivre tout ça en même temps. Quelquefois, on peut vivre le plus sombre et le plus grandiose, le plus vaste, et ça trouve sa place, et ça, c'est très, très, très guérisseur. Donc oui, il y a la place pour la lumière, absolument, Léopoldo. Yolanda demande s'il y a une différence avec la transe. Et puis, moi, j'ai envie de compléter ça. Est-ce qu'il y a une différence avec les autres techniques que tu as évoquées, comme le tambour ou la prise de substances comme l'ayahuasca, qui commence à être très prisée maintenant? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales ou c'est juste des chemins différents pour arriver dans le même état? Ouais, ça c'est une question aussi très importante. Alors c'est une transe, hein, on pourrait dire la respiration tropique, c'est de la transe sans substance. Ça pourrait être une marque comme ça. C'est vraiment ça. Encore une fois, il faut regarder dans l'historique. C'est vraiment Grof qui a travaillé avec le LSD, et quand il a pu travailler avec cette substance, il a travaillé avec ça, puis il a vu qu'en fait il y avait les mêmes vécus, la même phénoménologie, les mêmes expériences et les mêmes comment dire bienfaits thérapeutiques. Donc ça, c'est très fort. Moi, j'ai jamais fait l'expérience de l'ayahuasca ou même d'autres substances comme LSD ou MDMA, etc. Mais régulièrement dans mes stages, il y a des gens qui ont fait cette expérience-là, donc ils peuvent comparer, ils peuvent me raconter. Et globalement, ce qu'ils disent, c'est que c'est très très proche. Il y a des différences, comme par exemple, ben voilà, avec l'ayahuasca, visiblement, il y a quand même une dimension de substance. Donc il y a comme un tiers, on pourrait dire. Il y a la plante qui est là, l'esprit de la plante, et puis qui initie, qui amène à voir des choses ou autres. Là, on est plus, on pourrait dire, de soi-même à soi-même avec la respire. Donc il y a des gens que ça aide, il y a des gens qui préfèrent passer par des substances ou par voilà, une plante ou autre. Donc il y a aussi des gens qui sont pas très à l'aise avec la culture chamanique. Et là, ce que je trouve bien avec la respiration holotropique, c'est que voilà, c'est très occidental, en tout cas tel que c'est proposé. Donc c'est peut-être plus facilement assimilable pour certaines personnes. Après, moi, je trouve vraiment que toutes les techniques de trance, pour avoir fait un peu de tambour, mais même dans la danse, avec l'hypnose, elles ont toutes absolument leur intérêt. Puis dans la vie de tous les jours, avec le sport, on est dans des états modifiés de conscience. Donc il y a plein de moyens. Ce qui est clair, c'est qu'avec la respiration tropique, on y va à fond, quoi. C'est très très intense. C'est un concentré. Moi, ma première expérience, je me rappellerai toujours, c'était un peu à la Matrix. Vous savez, quand il apprend tout, à piloter un hélicoptère, à utiliser toutes les armes, ou je sais pas quoi, en quelques secondes. Il y a une forme de téléchargement. Donc il y a un condensé vraiment de l'expérience qui est très très fort. Donc il ne faut pas avoir peur de l'intensité, mais si on aime bien, en général, on est servi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou commentaires? Si oui, n'hésitez pas simplement à ouvrir votre micro puis à parler. Il y a Samia qui peut témoigner si je ne veux pas fendre la mèche. Si tu as envie de témoigner de l'expérience, de dire quelques mots. Alors oui, j'ai eu quelques séances de pratique collective à travers les stages de Joanne. Et c'est vraiment avec lui que j'ai découvert ça. C'est extraordinaire. Effectivement, c'est un grand qui commence pour la première fois sans avoir comment dire? Vous m'entendez toujours? Oui, d'accord. Sans avoir d'expérience, je n'avais pas été lire, je n'avais pas été voir, j'ai vraiment été parce que j'avais envie d'avoir ce retour de moi à moi. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses que l'on vit, il y a beaucoup de traumas qui se règlent au fur et à mesure. Et d'ailleurs, j'allais demander si tu avais encore une place ce week-end prochain, mais visiblement non. Et ça rejoint effectivement beaucoup d'autres techniques. Je suis moi-même thérapeute psychospirituelle. Donc, il y a effectivement tout ce que vous relatez fait sens et se rejoint. Mais je voudrais juste confirmer ce que Joanne dit, qui est que le cadre, le professionnalisme, le côté psychothérapeute et transpersonnel ou spirituel, tout cet encadrement est très important justement parce que quand on se laisse aller à soi avec soi-même, eh bien, la confiance, le groupe, le cadre, l'encadrement est très important. Et pour moi, c'était primordial. Et j'ai pu encore aller découvrir plus loin parce que justement, il y a tout ce côté
thérapeutique, au-delà de tout ce qui est mystique ou seulement chamanique, ou on peut dire ce que vous désirez dans les pratiques que vous utilisez, usuelles, non usuelles. Donc c'est vrai, c'est très très puissant ce côté encadrement, ce côté professionnel, cet accompagnement et puis cette découverte de soi, mais pas à pas, petit à petit, avec l'accompagnement de l'autre stagiaire et l'encadrement de Joanne et ses 3-4 personnes, acolytes ou accompagnants. Voilà. C'est pas moi qui ai invité Samia, hein, je vous promets. Hein. Il se trouve que je l'ai retrouvée là. Mais merci Samia. Je vous en prie. Non, alors je confirme. Je suis intéressée par la spiritualité et le business. Donc les deux sont mes domaines de prédilection. Donc quand j'ai vu le groupe Meetup, quand j'ai été m'inscrire et quand je fais confiance à Joanne, alors je dis je vais les suivre là-dessus. Voilà. Merci Samia. Il y avait encore une question dans le chat. Dans la ligne de travail état modifié, chamanisme, neurosciences, quel rapport avec les travaux de Jacobo Grünberg-Silberbaum? Alors là, je vais de nouveau manifester mon ignorance, mais par contre, ça me donne très envie d'aller voir. Mais peut-être tu peux nous en dire quelques mots, Léopoldo, volontiers. Oui, Jacobo Grünberg-Silberman, il a travaillé avec les chamans de Mexique et quelques pays de l'Amérique du Sud et pour faire de l'analyse des neurones, comment est-ce que leur cerveau fonctionnait et la modification de l'état de conscience. Je parle des années 70-80. Et c'était très intéressant. Il a quelques livres au-dessus. Et c'est une preuve en plus de modification, soit avec l'utilisation de drogues, des hallucinogènes, soit avec la seule influence mentale ou physique, la respiration, la pression sur certains endroits, les coups dans certains endroits dans le corps de patient, parce qu'il le regarde comme un patient. Voilà. Merci beaucoup du partage. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment la posture qu'on a voulu avoir dans le livre qu'on a écrit avec Cyril Champagne et Muriel Rojas. C'est-à-dire que Cyril Champagne, il est directeur de recherche à l'école Arche, une des plus grandes écoles d'Europe d'hypnose. Il fait un travail absolument remarquable. Il est intéressé justement au transpersonnel. Et c'est vrai que dans ce mouvement du transpersonnel, ben, sous certains aspects, ça part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire on peut aussi prendre nos rêveries pour des réalités. Et nous, on était persuadés tous les trois que c'est vraiment un champ qui est très sérieux, qui peut s'appuyer aussi sur les neurosciences, et qu'il y a des personnes très solides, on va dire, qui ont théorisé. Donc on parle de William James, on parle évidemment de Jung, on parle de Assad Joly, on parle de Maslow, on parle de Groff, on parle de Wilber, on parle de Ferrer. Donc il y a des gens qui ont vraiment des parcours académiques qui sont remarquables, et qui ont théorisé, qui ont proposé, voilà, comme je vous ai montré la cartographie, mais il y a beaucoup de choses, avec Wilber aussi notamment. Donc c'était vraiment le parti pris justement de ce livre, de montrer qu'en fait on peut parler de ces choses étranges, voilà, particulières, inhabituelles, mais tout en gardant aussi du raisonnement, c'est-à-dire sans écraser le réel et tout ramener non plus au cerveau, c'est pas du tout la question, mais sans non plus renoncer à la pensée, comme malheureusement trop de personnes qui s'intéressent à ces champs-là succombent un peu à cette tentation-là. Donc c'est vraiment le pari qu'on a voulu faire dans le livre. Je ne sais pas si on l'a réussi, mais en tout cas c'était notre intention de départ. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques pour Joanne? Tout est dit. Bah, maintenant, il ne reste plus qu'à expérimenter. Voilà. Bienvenue en tout cas. Yaka. Exactement. On a noté que pour les habitants qui sont du côté de Genève, c'est en janvier la prochaine possibilité pour tester cette respiration holotropique. Encore un grand merci, Joanne, pour cette présentation, puis avoir partagé tout ça avec nous, d'une technique que je ne connaissais pas jusqu'à ce que je te rencontre il y a quelques mois.
Et donc, Oui, ouais, ça, tout à fait. j'ai trouvé vraiment très intéressant dans le contexte où, en effet, il y a beaucoup de monde qui commence à s'intéresser à ces états modifiés de conscience et de pouvoir le faire entièrement soi-même, sans apport extérieur. C'était, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant.